Bonjour, donc Sophie Grabart. Merci de m'avoir proposé donc d'ouvrir cette journée. J'espère que vous m'entendez bien. Et donc on a prévu en fait cette première partie en deux parties. Moi je vais vous parler un peu de qui sont les personnes qui vivent avec le VIH en France à partir des données que je connais un peu plus que les autres, qui sont celles des cohortes hospitalières. Donc moi je ferai le focus un peu sur l'épidémiologie en France et Fabienne Caby fera un focus un peu plus particulier sur l'Île-de-France et notamment sur le travail qu'elle mène actuellement. Donc en France, dans les données de l'assurance maladie et à partir des données de remboursement de soins, on peut repérer 166 000 personnes qui vivent avec le VIH et 57 000 femmes qui vivent avec le VIH, soit 35% des personnes qui vivent avec le VIH en France. L'âge médian des personnes qui vivent avec le VIH est de 51 ans et on a maintenant 4% des personnes qui ont plus de 75 ans. 88% des personnes ont une affection sont sous infection à longue durée. Et si on regarde la carte, moi je veux dire que je ne vois rien comme ça. Donc je vois mieux là. Si on regarde la carte de répartition des personnes sur le territoire français, donc sur la partie gauche de l'écran, on voit qu'en Île-de-France, on a 38% des personnes qui vivent avec le VIH. Et dans les zones du sud de la France, dans les régions du sud de la France, on a environ 8 à 9% des personnes qui sont prises en charge dans chacune des 4 grandes régions du sud de la France. Si maintenant on regarde les taux standardisés parmi les personnes qui ont eu des soins remboursés dans chacune des régions, on voit que les taux sont les plus élevés, surtout en Guyane. Il est de 14 pour 1000 et suivi après de l'Île-de-France où il est environ de 5 pour 1000 et suivi après de la Guadeloupe et de la Martinique. Alors maintenant, dans les cohortes hospitalières, et vous savez qu'une fois par an, les données de la cohorte FHDH et de la région Aquitaine combinent leurs données pour pouvoir faire une description de l'ensemble des personnes qui vivent avec le VIH. Donc en 2022, on avait 112 000 personnes qui étaient prises en charge dans les files actives hospitalières. 64% des personnes étaient des hommes cisgenres, 35% des femmes cis et 1% des personnes trans. Vous avez ici la répartition avec les effectifs pour chaque... Donc là, ce n'est plus les régions, mais ce sont les Corévi, donc les centres de prise en charge des PV-VIH en France. Donc la répartition en France, et on voit également ce qu'on voyait au niveau des données de l'assurance maladie, environ 40% des personnes qui étaient prises en charge en Île-de-France, avec, vous voyez, des répartitions un petit peu différentes selon la région. Et à nouveau, Fabienne y reviendra plus particulièrement en faisant le focus sur l'Île-de-France. Si maintenant on regarde les caractéristiques des personnes qui sont suivies, donc toujours à partir des files actives hospitalières, l'âge médian était de 54 ans. On a 4% des personnes qui ont plus de 75 ans qui sont dans le soin actuellement. Le groupe d'acquisition du VIH était essentiellement hétérosexuel pour près de 50% des personnes. Un peu plus d'un tiers étaient des hommes qui avaient des relations sexuelles avec des hommes. En ce qui concerne l'origine géographique des personnes, un peu plus d'un quart des personnes étaient originaires d'Afrique subsaharienne, avec une part évidemment qu'on constate depuis longtemps sur le fait que parmi les femmes originaires d'Afrique subsaharienne étaient environ la moitié des personnes qui étaient prises en charge actuellement. Ce sont des personnes qui sont diagnostiquées depuis longtemps. La moitié d'entre elles sont suivies diagnostiquées depuis 2005.
et 96% ont une charge virale indétectable à leur dernière visite, et des CD4 assez élevés avec un taux de 666 en médiane. Alors maintenant, si on regarde ces mêmes données en fonction du genre, on voit qu'il y a évidemment des différences qui apparaissent. On voit par exemple que 71% des personnes trans sont prises en charge en Île-de-France et 45% des femmes cisgenres. L'origine géographique, je l'ai déjà dit, la moitié des femmes sont originaires d'Afrique subsaharienne. Et pour les personnes trans, les personnes sont essentiellement, presque les 3/4 sont originaires en fait d'Amérique centrale, essentiellement du Pérou et du Brésil. Enfin, on voit que les personnes trans qui sont suivies ont été diagnostiquées à une période un peu plus récente, puisque leur médiane de suivi date de 2010. Alors que pour les autres groupes, c'est plutôt 5 ans avant 2005. Alors si maintenant on regarde des caractéristiques un peu cliniques sur les personnes qui sont suivies, on voit que les hommes cisgenres sont plus fréquemment pris en charge de façon précoce au moment de la primo-infection. Ils sont 8% d'entre eux, alors que chez les femmes cis et les personnes trans, c'est 2,9% et 4,9% pour les personnes trans. Au dernier suivi, on avait environ 20% des personnes qui avaient déjà une pathologie classant SIDA, sans des différences très notables entre les différents groupes. La co-infection au virus des hépatites B était d'environ de 6%. Et on voyait une différence pour la co-infection au virus de l'hépatite C, puisque environ 13% des hommes cisgenres avaient une co-infection au virus de l'hépatite C, 9% pour les femmes et femmes cisgenres et 5% pour les personnes trans. Alors, concernant les traitements, en 2022, on avait 97% des personnes qui étaient sous traitement antirétroviral. Et vous avez sur la gauche la description des traitements, des combinaisons thérapeutiques qui sont prises. Et ce que l'on voit au cours du temps, c'est qu'on a une augmentation de la part des personnes qui sont prises sous bithérapie, au détriment des combinaisons par trithérapie. Et si on regarde en fait en fonction du genre, on s'aperçoit que les bithérapies sont plus fréquentes chez les hommes cis. C'était 27% des hommes qui avaient des bithérapies, alors que les femmes cis n'en avaient que 22% des femmes cis avaient des bithérapies et seulement 15% des personnes trans. Si maintenant on regarde parmi les 10 combinaisons antirétrovirales, celles qui sont les plus fréquemment utilisées en 2022, on voit qu'on a l'essentiel, 63% avaient des combinaisons thérapeutiques qui comportaient des inhibiteurs d'intégrase et 31% des analogues non nucléosidiques. Et on a déjà dans les files actives 2500 personnes qui recevaient du cabotegravir injectable. Alors, une chose qui est assez remarquable quand on a la chance d'avoir des données anciennes, c'est qu'on peut regarder les choses de façon un peu historique et de regarder les évolutions au cours du temps. Donc, ce que l'on voit très clairement quand on regarde les catégories d'âge, c'est à quel point la population VIH qui est prise en charge a vieilli. Et donc, en 20 ans, la part des personnes qui ont plus de 50 ans était de 15% en 2000 et est passée à 59% en 2022. Un travail récent qu'on a réalisé à partir des données de la cohorte FHDH et des données de l'assurance maladie a permis de prédire les caractéristiques et le profil des personnes qui vivent avec le VIH en 2030.
Et donc, ce que ce travail a montré, c'était que, donc, et a comparé les caractéristiques entre 2018 et les projections faites pour 2030 en fonction de divers scénarios. Et ce que l'on voit dans ce travail, c'est que on estime qu'en 2030, il y aura, par rapport à 2018-2019, un accroissement de 20% de la population des personnes qui vont vivre avec le VIH et un doublement des proportions des personnes de plus de 60 ou 70 ans. On va avoir en 2030 les 2/3 des personnes qui seront diagnostiquées, qui auront plus de 50 ans, 20% plus de 70 ans, avec une part importante, 40% de personnes qui auront été exposées aux antirétroviraux pendant plus de 30 ans, et notamment aux premières générations d'inhibiteurs de protéases et d'analogues nucléosidiques. Et donc tous ces éléments sont en faveur de la nécessité, des indicateurs pour montrer qu'il est important de pouvoir préparer les systèmes de santé à répondre aux besoins de cette population vieillissante. Alors, un mot aussi sur les comorbidités. Donc, avec le vieillissement de la population, la part des comorbidités et les pathologies dont sont atteintes les personnes qui vivent avec les VIH change. Et là, ce sont des données qui sont issues à nouveau des données de remboursement de soins de l'assurance maladie. Et on peut voir à la fois le poids des comorbidités chez les personnes qui vivent avec le VIH. On voit par exemple que 9% des personnes ont un diabète, 20% ont un traitement du risque cardiovasculaire, 7% un cancer, 14% prennent des traitements psychotropes, ou encore 10% des personnes qui ont des pathologies cardio-neurovasculaires. Alors, parmi les comorbidités, il y a l'obésité, qui est un facteur de risque de nombreuses comorbidités. Et dans un travail que l'on a publié donc il y a 2 ans maintenant, l'année dernière, pardon, on a pu montrer que parmi les personnes qui avaient débuté leur traitement entre 2012 et 2018, on avait 34% des personnes qui étaient en surpoids ou qui étaient obèses, et que la part des personnes obèses était différente chez les hommes, chez les femmes, plus importante chez les femmes, et plus importante encore chez les femmes originaires d'Afrique subsaharienne, qui étaient pour 51% d'entre elles obèses. Alors, le contexte de la prise en charge en France montre malgré tout des indicateurs immunovirologiques de prise en charge qui s'améliorent au cours du temps. Vous avez sur la gauche l'évolution à la fois de la part des personnes traitées en vert, de la part des personnes qui ont une charge virale indétectable ou qui ont des CD4 à plus de 500 cellules par millimètre cube en rouge. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a, vous ne voyez plus rien, on voit une amélioration au cours du temps de chacun de ces indicateurs qui se traduisent finalement par des indicateurs de morbimortalité illustrés par les taux de sida et de décès qui permettent d'avoir des taux qui sont relativement bas, et beaucoup plus bas que ceux qu'on avait évidemment dans les années 92. Et on a toujours cette belle courbe que j'aime bien finalement continuer de montrer. Alors, un autre élément avec tout ça, c'est que c'est l'espérance de vie. Et on a réalisé un travail où on a comparé l'espérance de vie des personnes qui vivent avec le VIH chez les hommes, chez les femmes, et on a comparé cette espérance de vie à celle en population générale. Et ce sont les données que vous avez sur la dernière ligne ici. Et ce que l'on voit ici, on a regardé l'espérance de vie sur les différentes périodes d'initiation des antirétroviraux. Et ce que l'on voit, c'est que l'espérance de vie chez les femmes qui vivent avec le VIH est toujours un peu supérieure à celle des hommes qui vivent avec le VIH. Ça, c'est si on compare ces 2 colonnes.
qu'il y a une amélioration au cours du temps de l'espérance de vie, aussi bien chez les femmes que chez les hommes qui vivent avec le VIH, mais que le gap qui persiste avec la population non infectée, si on compare avec l'espérance de vie par rapport à la population générale, eh bien, il est plus important chez les femmes que chez les hommes. Il est de 6 ans sur la dernière période pour les femmes et de seulement 2 ans pour les hommes. Et la façon qu'on a d'expliquer ça, c'est que ça peut s'expliquer par les différents niveaux de vie socio-économique des populations hommes et femmes, et notamment de la part des personnes nées à l'étranger et des personnes nées en France dans les deux populations. Dans cette population, dans cette étude, on avait 63% des personnes qui étaient nées à l'étranger et 77% qui étaient nées en Afrique subsaharienne. Alors donc, on l'a vu, l'espérance de vie a beaucoup progressé, et du coup, on a aussi une évolution des risques des décès. Dans un travail collaboratif qui a été réalisé avec la cohorte Heart Cohort Collaboration, qui combine des données de différentes cohortes, dont les cohortes françaises, et les données françaises comportent à peu près 40% de cette collaboration. On a pu montrer qu'entre 96-99 et la période 2016-2020, on avait eu une baisse des parts de décès de cause SIDA qui est passée de 49% à 16%, et à contrario, une augmentation de décès d'autres pathologies, et notamment des décès qui sont liés au cancer, qui sont passés de 5 à 19%. Et si on regarde au cours du temps l'évolution des risques, on voit que, quelles que soient les pathologies qui sont considérées, qui figurent sur ce drapeau, il y a une baisse des taux de décès, quelle que soit la cause, au cours du temps, et sauf pour les décès qui étaient liés aux pathologies neurocérébrales et les pathologies respiratoires. Alors maintenant, je voudrais juste parler un peu des personnes. Ça, c'était les personnes qui étaient dans le soin actuellement. Faire un focus un peu sur les personnes qui sont nouvellement prises en charge en 2022. Dans les cohortes hospitalières, on avait en 2022 environ un peu plus de 2000 personnes qui ont été prises en charge, avec un âge médian de 37 ans, des CD4 à plus de environ 350 CD4 par mètre cube. 38% étaient des hommes qui avaient des relations sexuelles avec des hommes, 50% des personnes hétérosexuelles et 1% d'usagers de drogues intraveineux, et à nouveau toujours 39% de personnes qui étaient prises en charge en Île-de-France. Alors, si on regarde l'origine, le genre et l'origine, on voit à nouveau que parmi ces personnes nouvellement prises en charge, la part des personnes originaires d'Afrique subsaharienne chez les femmes est plus importante que chez les hommes. Elle est de 64% pour les femmes et 21% chez les hommes. Et surtout, on constate que le statut à la prise en charge est encore assez inquiétant, je dirais. On a 30% des personnes qui sont prises en charge à un stade avancé, c'est-à-dire à moins de 200 CD4 ou au stade SIDA, ce qui nous fait environ 50% des personnes qui sont prises en charge à un stade tardif, et seulement un tiers des personnes qui sont prises à un stade très précoce, c'est-à-dire au moment de la primo-infection, ou avec des CD4 élevés à plus de 500 cellules par millimètre cube. Si on regarde la répartition des personnes qui sont prises en charge à un stade avancé, ça c'est la partie gauche de l'écran, on voit que les personnes qui entrent dans le soin sont plus fréquemment à un stade avancé en Guyane et dans le Grand Est de la France métropolitaine.
Contrario, pour les personnes qui sont prises en charge à un stade précoce, eh bien, on constate qu'il y a une part importante des personnes qui sont 40% des personnes qui entrent dans le soin en Nouvelle-Aquitaine sont pris à un stade précoce, mais que cette part est malheureusement plus faible en Guyane, à La Réunion et en Martinique. Et alors, si on regarde l'évolution au cours du temps du statut à la prise en charge, on voit que ce statut n'a peu avancé depuis 2002. On avait 31% des personnes qui étaient prises en charge à un stade avancé dans ce travail en 2020-2021, mais elles étaient 33% en 2002-2004. Les facteurs qu'on a retrouvés associés à l'entrée dans le soin à un stade avancé étaient un âge élevé, le fait d'appartenir à un groupe autre qu'homosexuel né en France, et donc les usagers de drogue étaient plus à risque que les personnes hétérosexuelles, que les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Les personnes originaires d'Afrique subsaharienne étaient plus à risque que les personnes qui avaient d'autres origines et qui étaient plus à risque que les personnes originaires de France, et les hommes plus à risque que les femmes. Et enfin, le fait d'être suivi en Guyane ou en Guadeloupe était aussi un facteur qui était associé à l'entrée dans le soin à un stade avancé. Alors pourquoi c'est important de cela ? Eh bien, on l'a regardé, le lien qu'il pouvait y avoir entre le statut à la prise en charge et la mortalité. Et pour ça, on a regardé le décès à 5 ans en fonction de la prise en charge. Et ce que l'on voit ici, c'est que les personnes qui sont prises en charge à un stade avancé, au stade SIDA, ont 6% de chances, de risque de décès à 5 ans, alors que pour les personnes qui sont prises à un stade précoce, elles sont moins de 1%. Le risque est de moins de 1% à 5 ans. Et donc on mesure bien que l'accès tardif aux soins reste associé donc à un risque augmenté de décès, et cela même après 4 ans de suivi. On a montré dans des analyses que le risque de décès était multiplié par 18 quand on était pris au stade SIDA dans les 6 premiers mois, et encore multiplié par 2 4 ans après, et cela par rapport à une personne qui est prise à un stade précoce. Enfin, dans ce travail, on a regardé l'évolution du risque de décès en fonction de la période de traitement, et on n'a pas vu d'amélioration significative depuis l'arrivée des inhibiteurs d'intégrase, c'est-à-dire depuis 2014. Et donc on voit bien que le statut, l'arrivée à un stade tardif ou avancé de l'infection à VIH est vraiment une perte de chance, à la fois individuelle bien sûr pour le patient, on le voit avec ces données, mais ça peut l'être aussi au niveau collectif. Alors néanmoins, les choses qui vont bien sur la prise en charge, ce sont les délais une fois que les personnes sont entrées dans le soin. Vous avez ici des graphiques que je ne veux pas détailler absolument, mais qui montrent les différents délais. Le délai entre le diagnostic et la prise en charge, entre la prise en charge et la mise sous antirétroviraux, et le délai entre le début du traitement antirétroviral et l'obtention d'une charge virale à moins de 50 copies. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a pour chacun de ces délais une amélioration, et que la part des personnes qui ont des délais courts augmente dans les files actives que l'on voit. Et ça, ce sont des données qui comparent une période de 2002 à 2022, donc en 20 ans. Donc, pour conclure, donc les succès de la prise en charge, on le voit, cachent des disparités territoriales et de population, et notamment pour des populations qui sont plus vulnérables sociologiquement ou économiquement.
Mais nous, la combinaison des variables qu'on peut analyser, qui concernent l'âge, le genre, le groupe d'acquisition, l'origine géographique, reflète évidemment très imparfaitement toutes les vulnérabilités, la précarité socio-économique, psychologique des personnes qui vivent avec le VIH. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir d'autres types de données pour étudier cela. Vous savez qu'actuellement, il y a peu de données sociales dans les dossiers médicaux, il y a peu de données sociales dans les bases médico-administratives, et il est difficile de joindre, de faire une corrélation entre les deux éléments, à parier les données de ces deux types de données, précisément, dans ces bases de données. Et donc, il est important de pouvoir disposer d'études ad hoc et de pouvoir avoir des déterminants sociaux qui influencent la santé des personnes qui vivent avec le VIH. Et c'est en partie ce que Fabienne va vous montrer par la suite. Et ça sera aussi très intéressant d'avoir les résultats de l'étude VESPA qui, comme vous le savez, a commencé cette année. Donc, parmi les défis pour enrayer l'épidémie et pour réduire la morbimortalité, il faut jouer sur le diagnostic tardif, dont je vous ai montré qu'il avait peu évolué depuis 2002, et qu'il est important de faire des diagnostics précoces pour diminuer ce fardeau de l'infection à VIH sur le long terme et améliorer le pronostic vital des personnes qui vivent avec le VIH, et notamment des personnes nouvellement diagnostiquées. Il faut aussi enrayer l'incidence élevée. Je ne vous ai pas montré les chiffres, mais je sais que Fabienne va le faire après, sur les nouvelles données de Santé publique France à partir de la déclaration obligatoire. Et donc, pour ça, il faut réussir à diagnostiquer plus précocement et aller vers les personnes pour pouvoir augmenter la part du diagnostic et réussir à avoir des diagnostics précoces de l'infection. Sur les morbidités, on a vu qu'il y a une baisse du risque des morbidités, des comorbidités, mais il y a d'autres nouvelles comorbidités qui sont plus fréquentes, comme les cancers ou les pathologies cardiovasculaires. Et si on a encore une survie qui avoisine, ou une espérance de vie qui avoisine celle de la population générale, il y a encore un rôle important des inégalités sociales qui expliquent les différences que l'on peut observer entre la population qui vit avec le VIH et la population générale. Et enfin, on a la chance d'avoir de nouveaux traitements, de nouvelles stratégies qui se mettent en place, et il faudra certainement à l'avenir s'assurer que ces innovations atteindront bien toutes les populations cibles. Et pour toutes ces raisons, c'est important de disposer d'outils qui permettent de monitorer sur le long terme et en vie réelle toutes ces innovations. Et voilà, j'ai plaidé pour éventuellement des cohortes qui suivent les personnes qui vivent avec le VIH. Et donc, je vous remercie de votre attention. Et je voulais remercier toutes les personnes, justement, les personnes qui participent à la cohorte FHDH, à la fois les participants qui sont très nombreux, qui ont accepté de participer à la cohorte, les centres et les techs qui font un gros boulot pour que les données puissent être à la fois saisies et nous soient transmises pour les analyses, les institutionnels pour les soutiens financiers, les personnes qui ont pu réaliser certaines de ces analyses qui font partie de l'équipe. Et vous avez ici les différents sites sur lesquels vous pouvez avoir plus d'informations. Voilà, je vous remercie. Et ça, c'était peut-être juste le scoop de sortie, parce qu'on l'a actualisé hier. C'est la cascade 2022, parce que vous savez que les données de la cascade étaient anciennes. Les dernières données qu'on avait dataient de 2018, mais maintenant que Santé publique France a pu réestimer ce qu'on appelait avant l'épidémie cachée, on a pu reconstituer la cascade. Et comme vous pouvez le constater, l'objectif des 3,95 est bientôt atteint. On a 94, 97, 97, soit 88% des personnes qui ont une charge virale à moins de 200 copies en France.